Non, je l'avais pas, j'arrivais pas à la remettre. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour nous inviter sur cette réunion. C'est vraiment quelque chose qui va, je pense, nous aider pour nos simulations, surtout que bah, on est face à un problème quand même assez complexe dans notre cas. Je voulais aussi vous présenter un peu la société technique. Bah, c'est la première fois que ça fait cette réunion. Du coup, on va se présenter brièvement. Polyorbit, c'est quoi? C'est une société technique de trois départements. Un département CubeSat, un département SpaceBeam, un département Rover. Le département CubeSat, comme son nom l'indique, il va présenter, il va concevoir un CubeSat 3U, c'est un anneau satellite qui correspond à des normes internationales pour pouvoir être envoyé dans l'espace par n'importe qui et conçu par n'importe qui. Le département SpaceBeam va concevoir, lui, un incubateur à plantes. Comme on peut le voir sur leur logo, c'est un incubateur pour, il me semble, pour une benne là. Et ça doit résister à des conditions spatiales. Et pour finir, le département rover qui lui est chargé de la conception d'un rover. Aujourd'hui, on va parler notamment du CubeSat et du SpaceBeam car on collabore souvent ensemble. Et voilà. Je vais activer, mais est-ce que vous voyez mon écran déjà? Je voulais juste vous demander. Oui, 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 Ok, parfait. tout à fait. Je vais activer mon pointeur car ça pouvait être utile sur la suite. Alors tout d'abord, je vais commencer à présenter le projet de 2020-2021 et ensuite je vous parlerai de quelques simulations sur lesquelles on a des problèmes ou juste des questionnements. Alors notre projet 2020-2021, c'est une charge utile de ballon stratosphérique. Cette fois-là, on ne travaille pas sur un CubeSat, ce qui est une première dans Polyorbit. C'est un projet qui nous a été proposé par l'Agence spatiale canadienne, qui consiste en quelque sorte à envoyer une expérience en ballon stratosphérique jusqu'à à peu près 30 km de haut. Cette expérience, c'est un optique qui va mesurer les gaz et leur concentration dans l'atmosphère. Il me semble que c'est une expérience qui a déjà été réalisée par Renos. Peut-être que les membres de Renos peuvent le confirmer. Mais du coup, oui, on reprend cette expérience dans le cas de Polyarbit pour l'envoyer avec un ballon stratosphérique. Euh, pour plus de détails, le ballon, il va être fourni par l'Agence spatiale canadienne. Et nous, on va être responsable de la conception et de la fabrication de la charge utile et de l'intégration de l'expérience à cette charge utile. Vous pouvez voir à gauche une photo d'illustration de notre modèle actuel. C'est un modèle qui est encore sous conception, donc les analyses sont pas extrêmement poussées à l'heure actuelle, mais on s'attend à ce que les analyses deviennent un peu plus poussées d'ici les prochaines semaines et prochains mois. Pour le lancement au cours de l'été, ça peut dépendre des conditions avec le Covid. Alors on va commencer avec la première simulation. C'est une simulation d'écoulement externe à la charge utile. On avait comme objectif pour cette simulation de comprendre comment l'air s'écoule autour de la gondole. La gondole qui est la partie bleue ici, qui est en gros le support de notre charge utile. Et pour ça, on devait aussi déterminer le meilleur emplacement pour les ailettes qui, elles, sont chargées du refroidissement du laser dans la baie électronique qui sort de la structure. Vous pouvez voir ici, on a à l'intérieur de notre charge utile une baie électronique qui contient un laser qui, lui, va aider dans la mesure des gaz et donc dans l'expérience. Le problème d'un laser, c'est que ça produit énormément d'énergie. Et donc, cette énergie, comme elle est confinée à l'intérieur de notre charge utile, on doit l'évacuer vers l'extérieur. Et ça, c'est de ça qu'on trouve tous nos problèmes, en quelque sorte, dans nos analyses. Pour cette simulation, on a fait deux hypothèses. Que le flux d'air est impacté par le ballon en amont de la gondole est laminaire. C'est-à-dire que le ballon est censé être plusieurs dizaines de mètres au-dessus de la gondole. Et donc, le flux a le temps de se remettre en laminaire. Et on a aussi supposé qu'il n'y avait pas de courant d'air adjacent au volume de contrôle, c'est-à-dire pas de vent cisaillant, ce qui peut parfois arriver à haute altitude. Les difficultés pour ces analyses qu'on a rencontrées, c'est que le ballon stratosphérique va passer sur plusieurs étages de l'atmosphère et les propriétés de l'air vont changer en quasi permanence. Donc là, j'ai un tableau où on voit à peu près les propriétés qui changent au fur et à mesure de l'altitude. Donc on voit clairement que la densité, la température, la pression, la viscosité dynamique et tout ça change énormément au fur et à mesure de l'altitude. Et on a eu quelques problèmes à essayer de déterminer à quelle altitude et avec quelle propriété simuler nos simulations. On a pris pour les premières simulations comment ça s'appelle, des propriétés qui sont quand même moyennes, juste pour avoir un ordre d'idée de comment l'écoulement va se faire autour de la gondole. On a donc obtenu ces résultats.
Ah bah, je vais tout d'abord présenter la géométrie, c'est peut-être mieux. On a utilisé un volume de contrôle de 5 mètres par 3 mètres autour de la gondole, qui fait 29,8 centimètres sur entre 33 centimètres si on comprend les parois de la gondole, et 31 centimètres pour la hauteur de notre payload, qui fait lui 20 centimètres de large. Faut savoir que la gondole, je sais pas si vous l'avez vu au début, c'est une plaque hexagonale, et il faut pas oublier qu'elle n'est pas ronde ni rectangulaire, alors que notre payload, lui, est rectangulaire. Pour les conditions frontières, j'ai décidé d'appliquer sur gamma 1 et gamma 3. Donc, on peut voir ici comment je les ai nommés. Donc, conditions de murs avec slip, parce qu'il n'y a pas de friction sur les parois du volume de contrôle, qui sont censées être imaginaires. Pour l'entrée, j'ai mis un inlet avec l'option normale inflow velocity. Là, pour la raison que dans mon cours de thermofluide que j'ai passé la session dernière, spécifié de prendre cette option lorsqu'on parlait d'un écoulement externe ou turbulent. Dans ce cas-là, on est dans un écoulement externe. Pour la sortie, j'ai décidé de prendre un boundary stress avec general stress. Bah, comme dans mon cours de thermofluide l'indiquait, car c'est un écoulement, dans notre cas, externe non confiné, en aval loin dans le sillage de l'objet. Si on reprend les dimensions de volume de contrôle, on se trouve à peu près à 2,5 mètres de notre objet, ce qui est, je pense, dans mon guess, correct pour une première simulation préliminaire. Alors ça, c'est le résultat de ma simulation. J'ai fait quand même un petit zoom sur la gondole parce que le volume de contrôle est quand même assez grand et on voit pas très bien la gondole si on prend tout le volume de contrôle en entier. On peut voir que la vitesse initiale que j'ai mis était de 8 mètres secondes et elle change quand même énormément. Ça m'a quand même impressionné. Elle change quand même énormément aux abords de la gondole en passant jusqu'à 12, à peu près 11-12 mètres secondes à ces abords-là. Et comme je le pensais, la vitesse est extrêmement faible au niveau de la gondole à l'intérieur. On est de l'ordre de 0 à 3 mètres secondes. On peut voir que j'ai indiqué certaines valeurs ici. Le bleu foncé correspond à une valeur de vitesse d'à peu près 0 à 1 mètre seconde. Et en dessous de la plaque ici qui est censée tenir le heatsink, les ailettes, on se trouve à peu près à 1 à 3 mètres secondes. On peut également constater dans l'analyse de droite qui sont des streamlines avec des flèches qui permettent d'indiquer le sens de déplacement du fluide, qu'il y a quand même de nombreuses zones de recirculation autour de la charge utile. On en voit une juste en dessous de la plaque haute de la gondole et au-dessus de là où les ailettes sont censées être. Ça m'a posé un problème parce que j'ai fait un guess initial que, sachant que la vitesse est quand même extrêmement faible à cet endroit-là et que c'est une zone de recirculation, bah, les ailettes vont avoir quand même un peu de mal à refroidir correctement. Et du coup, j'ai pensé qu'il était peut-être préférable de mettre les ailettes en bas par la suite parce qu'on peut voir ici qu'il n'y a pas vraiment de zone de recirculation. C'est quand même le flux qui vient du bas, c'est un flux, je l'ai pas ici dans l'image, mais qui descend ici, sur le côté, et qui ensuite, quand même assez bas, environ 2 à 3 mètres en dessous de la gondole, va remonter progressivement et revenir faire des zones de recirculation sur le côté. Donc, les conclusions de mes résultats préliminaires, c'est que les ailettes sont plus efficaces si elles s'installent avec une rotation vers le bas, et qu'il faut constater aussi qu'il y a de nombreuses zones de recirculation de faible vitesse aux abords de la structure, ce qui va limiter la convection externe puisque ça va ralentir la vitesse et donc ça va ralentir le refroidissement non contrôlé. Les questions que je me pose par rapport à cette simulation, c'est quelle est la validité de ces résultats? Est-ce qu'ils sont exploitables? J'ai utilisé une physique avec un modèle turbulent. Comme on a parlé précédemment, les modèles turbulents peuvent donner parfois des résultats qui convergent mais qui sont pas forcément vrais. Et je voulais aussi vous demander quelle est la véracité d'un modèle 2D versus un modèle 3D. Si on revient dans la simulation, le modèle 2D, ici, la petite plaque qui soutient le heatsink, a été simulé en 2D, mais ce qui en 3D correspondrait, si on revient à l'image de la gondole initiale, à une plaque qui s'étend vraiment tout le long en 3D, ce qui est ici pas le cas. Donc, on a juste une petite plaque de à peu près 4 centimètres par 4 centimètres, et je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une zone de recirculation importante au-dessus. Et c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que il faudrait trust ce modèle 2D ou sinon essayer de utiliser un modèle 3D qui serait déjà un peu plus avec de meilleures données.
Je vais revenir sur les questions. Et oui, si vous avez des améliorations possibles à faire ou tout changement, on est vraiment ouvert à ça, si on est vraiment au début des simulations, parce que la conception n'est pas encore finie. Et ça serait vraiment ouais, le moment pour pouvoir faire ces changements et ces améliorations avant d'aller plus loin dans les simulations. Je vais passer à la deuxième analyse simulation. C'est la simulation. Je peux poser une question? Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu résous? Quel outil tu utilises pour faire cette simulation? C'est une simulation qui est 3D, ça, ou 2D? Ah, ce que j'ai utilisé, c'est une simulation qui est 2D et j'ai utilisé COMSOL pour le faire. OK. Donc j'ai fait toutes les géométries vraiment à la main, une par une, ce qui était quand même assez long. Oui, j'imagine. Mais oui, donc ma question avec le 3D, ça serait, est-ce qu'on utilise un modèle 2D du type sur COMSOL ou est-ce qu'on passe à un modèle 3D directement de notre modèle STEP ou notre CATIA qui, lui, serait directement, bah, on pourrait l'insérer dans un solver d'éléments finis qui ferait comme une transformation directement de notre modèle 3D en un modèle qui puisse être analysé. Il me semble que Nix peut le faire, SimCenter aussi. Et Ansys, peut-être, je sais pas. Je connais pas vraiment ce logiciel. Mais comme ça, c'est quelque chose. J'ai essayé de le faire et c'est quand même vraiment compliqué. Et j'ai eu beaucoup de soucis avec ça. Bienvenue au club. Tous les bons problèmes, tous les problèmes faciles ont été faits déjà. Mais on pourrait continuer bah, à parler de ce problème plus tard, après pour la période de questions. Je vais continuer avec bah, les simulations thermiques de Oui. la BPCB, qui, eux, sont vraiment en ce moment notre grand problème. Les Juste objectifs, Anaïs, si tu permets, PCB, ça veut dire quoi? euh, là, je vais avouer une lacune, je sais pas. C'est les petites boards qui sont vertes là. C'est c'est printed, le Ouais, c'est B c'est Printed board, Computer Board. Ouais, un c'est Printed 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 Circuit Computer circuit Board. 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 OK, OK, c'est bon. Merci beaucoup pour l'aide. Mais ouais, c'est les petites boards en gros vertes ici je l'appelle comme ça car c'est de base celles qui sont censées remplir entièrement le volume. Oui, je reprends avec les objectifs. Il faut s'assurer que les composants critiques de la baie électronique restent dans leur plage de température autorisée avec une certaine marge de sécurité de 5 à 10%. Ça, c'est une marge de sécurité que j'ai trouvée dans mon cours d'analyse des systèmes spatiaux, mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Et pour les éléments critiques, on parle ici surtout du laser, qui est un élément qui doit être contrôlé en niveau de sa plage de température. Sinon, ça donne des mauvais résultats bah, c'est ce qu'on veut pas en quelque sorte. On veut vraiment pouvoir contrôler ça de manière efficace. Et d'où l'analyse et la simulation de comment la chaleur va être répartie dans ça. La deuxième objectif, c'est s'assurer que les composants secondaires restent dans leur plage de température et fonctionnement. Tout ça, c'est les autres composants de type microcontrôleur, capteur, puce, résistance, etc. On veut pas qu'il y ait un élément qui lâche et que ça fasse bah, brûler le PCB ou quelque chose comme ça. On a fait des hypothèses bah, on aimerait faire des hypothèses pour ces simulations parce qu'on les a pas vraiment fait. On est plutôt en phase de finir la conception avant de les faire. On a fait l'hypothèse qu'à l'intérieur, la conduction, il y a la conduction seulement. C'est-à-dire qu'on va comme négliger la convection et la radiation interne. Et à l'extérieur, on va négliger la conduction et on va simplement utiliser de la convection et de la radiation. Quand je dis qu'on néglige la conduction, c'est que c'est pas notre mode de transfert de chaleur principal, ça va vraiment être la convection et la radiation qui vont être en jeu. On peut voir à droite des illustrations de la BPCB. Euh, on a ici des PCB qui sont stackés les uns aux autres. Et les trois PCB qui sont sur le haut ne vont pas vraiment produire de chaleur. Ils ont été mis là juste pour des raisons de dimension. C'est vraiment le PCB du bas qui possède le microcontrôleur principal qui lui va générer de la chaleur et qui va être relié au châssis qui est juste en dessous par une patte thermique. Au milieu, on voit une petite board avec un élément jaune dessus. Ça, c'est la board du laser qui va, elle, vraiment bah, émettre énormément de chaleur et qui est le principal élément à refroidir la simulation. On peut voir juste en dessous que pour ce faire, on va utiliser des caloducs qui vont être collés, bah, qui vont être imprégnés dans le châssis. On va creuser des rainures avec une fraiseuse pour pouvoir imprégner ces caloducs et qui vont être ensuite collés avec de la colle spéciale pour pouvoir garantir le meilleur transfert thermique. Ces caloducs qui vont mener le châssis à l'extérieur, qui
qui va s'étendre sur une certaine distance de manière à pouvoir apposer un heatsink dessus, de manière à pouvoir évacuer la chaleur par convection et par radiation. Les problèmes qu'on a rencontrés qu'on pense rencontrer dans ces simulations, c'est tout d'abord euh, l'interaction de fluide entre la pression externe, entre le fluide externe et le fluide interne par les trous de décompression. C'est-à-dire que quand on va le lancer, bah, les éléments ici seront à peu près à température ambiante et à pression ambiante. Et lorsqu'ils vont monter, il y aura il y aura une interaction avec le fluide externe par des trous de décompression qui se trouvent ici et là. Et la question qu'on s'est vraiment posée, c'est à quel point euh, bah, l- euh, le- l'espace interne, le volume interne va être influencé par le fluide externe. À quel point il y aura des changements de température ou des mouvements de température dus à ces tout petits trous qui sont, qui font un diamètre environ de 2 millimètres. Un autre problème qu'on s'est posé, c'est comment estimer correctement l'échange de chaleur des PCB dû aux résistances de contact des composants. Ça, c'est un problème qu'on a vraiment parce que tous les petits éléments qu'on voit, tous les petits éléments qui produisent de la chaleur, sont pas forcément reliés parfaitement à leur board, qui est pas forcément relié parfaitement au châssis. Il y a toujours des petits gaps, des petits trous et des petites cavités qui vont faire en sorte que l'élément en question va, au lieu de transférer parfaitement sa chaleur, la garder car il n'arrive pas à l'évacuer proprement vers l'extérieur. Il y a beaucoup de solutions à ça, des pads thermiques, des patchs thermiques, des adhésifs thermiques, mais on ne sait pas exactement comment on pourrait le quantifier en termes de résistance de chaleur, car c'est un peu du aléatoire, ça dépend comment la colle est répartie, comment l'adhésif est réparti. Et donc, vous voulez savoir, est-ce que vous connaissez des estimations correctes pour faire pour calculer ces résistances de contact? Et ensuite, le dernier problème qu'on a avec cette simulation, c'est qu'on essaye d'estimer en gros comment la chaleur va être évacuée à l'extérieur et comment l'environnement extérieur va en quelque sorte pomper la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur grâce au heatsink. Mais comme on l'a dit tantôt, il y a le fluide, il va changer des propriétés et ce qui va faire que la convection va également être impactée, la vitesse du fluide va être impactée. Et c'est la même chose pour les radiations. On essaie d'irradier également ou à une certaine altitude en priorité, sachant que la convection va être tellement minimale il faudra commencer à la négliger. Et on se demandait comment estimer correctement ça, sachant que le puits thermique, la température de l'environnement extérieur au départ est de 20 degrés et qu'elle se retrouve à moins 55 au bout d'un moment. Donc comment estimer correctement? En fonction de l'altitude, comment le transfert de chaleur va se faire. J'ai fait des simulations déjà de base pour essayer d'estimer ça. C'est juste pour but de visualiser l'échange de chaleur avec les caloducs. C'était juste une simulation un peu pour se représenter comment ça va se faire et pour savoir est-ce que le laser va impacter de manière négative les autres composants qui sont reliés à ça. On peut voir que c'est pas exactement la géométrie qui est actuellement parce que ça c'est le premier design qu'on avait. On avait deux piles avec une board et seulement le laser qui a été modifié depuis. Du coup, c'est des simulations qui sont plus à jour. Mais c'est juste pour illustrer à peu près comment les caloducs vont être importants à l'échange de chaleur vers l'extérieur. Il y avait aussi une petite simulation vidéo qui est là. Ça, c'est juste pour montrer à quel point la température va commencer à grandir et qu'elle va très rapidement se diriger vers l'extérieur à l'aide des caloducs. Elle n'est pas vraiment si pertinente que ça, sachant qu'on a déjà les résultats à côté, donc je vais essayer de passer. Donc les questions qui sont liées à cette simulation, on a vu que c'était une simulation avec un problème multiphysique. Et donc ma question, c'est comment simuler au mieux ces problèmes multiphysiques. Ensuite, je me suis aussi demandé est-ce que c'est correct de négliger la convection et la radiation à l'interne? Je sais que la somme des facteurs de vue, comme on est dans un enclos fermé, que les facteurs de vue étaient égaux à 1, leur somme. Donc, je me suis dit que la radiation, c'est possible de la négliger. Mais au niveau de la convection, surtout s'il y a des interférences entre le fluide externe et le fluide interne, est-ce que ça serait correct de négliger la convection ou est-ce qu'il faudrait quand même l'inclure dans le modèle? Et pour finir, j'ai deux autres questions. Est-ce qu'on peut négliger l'impact des compressions? Ça se rapproche avec la deuxième question. Et la dernière question, c'est quel logiciel utiliser? Parce que comme sol, c'est bien, mais ça reste bien pour des problèmes qui restent assez simples. Et dès qu'on a des géométries un peu complexes, comme des PCB, des boards électroniques ou quoi que ce soit,
ça reste quand même assez complexe et j'ai quand même mis beaucoup de temps à juste faire ces petits designs. Donc, quel logiciel serait mieux? Est-ce que SimCenter NX serait une bonne option? N6 ou est-ce que vous avez d'autres idées de logiciels qui seraient intéressants? Est-ce que vous connaissez la compagnie Maya Heat Transfer à Montréal? Pardon, j'ai pas entendu. Maya Heat Transfer, Maya? oui, à Montréal. Oui, je la connais, mais ils utilisent, il me semble, SimCenter. Après, on Parce peut essayer de les quand recontacter ils pour ont ça. quand ils ont commencé leur expertise à leur tout début, c'était le refroidissement des satellites en orbite. Ah, d'accord, Vous super. avez, vous avez là je sais plus je sais plus qu'est-ce qu'ils font maintenant, mais il y avait une expertise en transfert de chaleur de toutes les formes. Et puis ils sont très, ils suivent d'assez près ce qu'on fait, de ce qui se passe à l'école avec le programme Foncé. Et vous pourriez vraisemblablement obtenir pour consulter, pourriez probablement consulter des ingénieurs là-bas qui font de la simulation pour des choses comme ça, là. Ça serait une très bonne idée. On Ça essaiera de les vaut la contacter. peine. Merci pour la recommandation. On essaiera de les contacter. Je suis sûr qu'il y a plein de questions. Je vais quand même en poser une très rapide. Tu dis que COMSOL, c'est compliqué, mais qu'est-ce qui est compliqué dans COMSOL? Est-ce que c'est générer la géométrie? Ouais, c'est exactement générer la géométrie et toutes les petites particularités de la géométrie. Ok. On a énormément de résistance de contact possible que j'ai pas simulé dans les simulations précédentes et ça me prendrait un temps fou à les simuler. Donc je voulais savoir, est-ce qu'on peut partir déjà d'une géométrie qui existe déjà, un modèle 3D, un modèle CAD, Mais tout à fait. et ensuite inclure les géométries? Tu peux importer un CAD à l'intérieur de COMSOL. Il me semble que je peux pas le faire car j'ai pas il faut des options ou quoi que ce soit que il n'y a pas dans ma licence. Ça, c'est possible. C'est possible, ça. Mais normalement, en théorie, si tu as accès à une licence complète, il y a moyen d'importer des fichiers STL, différents formats, de façon à ce que tu n'aies pas effectivement à générer cette géométrie avec les outils de COMSOL sont un petit peu simplistes, là, enfin, pas très pratiques. Là. Mais oui, c'est possible normalement. Mm. J'avais essayé de faire ça avec un modèle STL, mais le modèle STL arrivait pas à charger du tout parce que il y avait des éléments qui étaient quand même extrêmement petits j'avais essayé de mettre le PCB en entier dans Comsol. Il y avait des éléments qui étaient tellement petits que Comsol n'arrivait pas à générer une vraie géométrie 3D et qui me faisait une erreur. C'est un des problèmes. L'autre problème en 3D, c'est les modèles qui sont pas étanches. Pardon? Il y a des problèmes quand tu importes des modèles 4 dans un logiciel. Tu as parfois le problème que ton modèle n'est pas étanche. Tu peux avoir des fuites de fluide entre des arrêts des différents éléments. Ouais. Il y a moyen, il y a moyen de corriger ça, mais effectivement, il peut y avoir des fuites dans le cadre. Là. Il faut vraiment que tous ces éléments soient bien connectés, mais il y a moyen de pallier à ça. On avait un étudiant en GPS à Cher Benchimol avant qui avait eu des problèmes à résoudre ce genre de problématique-là. Je pourrais peut-être te référer à lui éventuellement. Sinon, si je peux commenter là-dessus, Andis a des bons outils pour réparer ou régler des mèches ou si on veut les préparer pour des simulations. Que ce soit les petits trous ou des petits éléments, Andis, il y a ça s'appelle Andis Spaceplane, leur modeler. Il est vraiment pratique pour préparer des modèles 3D. C'est exactement à quoi je pensais. Quelque chose qui permette d'incorporer un CAD dans un logiciel et ensuite de le simplifier de manière à ce qu'on garde seulement des éléments qui puissent être utilisés pour faire des simulations thermiques sans forcément prendre 30 ans pour faire des calculs. Ouais, ben, je suis moins familier avec d'autres logiciels, mais en tout cas, sur Andis, je sais que ça se fait assez bien si vous voulez regarder par là. D'accord. Je vais essayer de m'orienter vers N6. Je connaissais à l'heure actuelle que COMSOL et un tout petit peu de NX Sim Center. Mais je vais essayer de regarder ça. Merci. Donc, je suis sûr qu'il y a plein d'autres questions et plein d'autres commentaires. Est-ce qu'il y a des étudiants qui veulent... J'ai une dernière partie à présenter. C'est quand même extrêmement rapide. Ok. Cette fois, c'est plus sur du structurel.
C'est pas mon département qui est censé présenter ça, mais la personne qui est en charge de ce département, SpaceBeam, n'est pas là. Du coup, je vais juste poser sa question à sa place. Euh, SpaceBeam, leur rôle, c'est de construire un incubateur pour plantes. Et ils essaient aujourd'hui de l'imprimer en 3D. Mais ils ont un problème, c'est qu'ils essaient de simuler ça, mais ils savent pas comment simuler ou analyser des pièces qui sont imprimées en 3D. Donc, est-ce que vous connaissez, vous, des simulations de pièces imprimées en 3D possibles? Ou sinon, quelles seraient les alternatives possibles pour ça? Est-ce que ce serait uniquement des calculs analytiques avec des gros facteurs de sécurité? Bah là, c'est à Daniel Thériault que tu pourrais t'adresser. Ouais, c'est du calcul structurel, ça, mais j'imagine que si tu as le CAD. Bon, je ne connais pas assez en structurel, mais si tu as le CAD, il doit y avoir moyen de simuler des contraintes ou des formations de tes structures, là, j'imagine. Si je peux, si on m'entend. Ouais, vas-y. C'est David? Vas-y, David. Un problème de son et d'image. On dirait qu'il vient de perdre la connexion. Ouais, on dirait qu'il vient de perdre la connexion. Bon, je peux peut-être intervenir si on va avoir David plus tard. Je suis dans le même, Vas-y, Facundo. je suis dans le même labo que lui. Justement, mon projet de doctorat, c'est de simuler des structures imprimées 3D. Et c'est encore c'est un peu difficile à faire parce que ça dépend énormément des paramètres d'impression puis de possibles comme nous, ça va être des matériaux renforcés. Là. Vous, je ne sais pas quel matériau vous voulez prendre, mais s'il y a des renforts, ça complique encore plus. Mais le fait que ce soit, même si le matériau comme tel est isotrope, le fait que ce soit en couches, là, les intercouches puis les passes entre les filaments, c'est imparfaitement fusionné. Fait que ça rajoute un paquet de complications. Là, généralement, tu mets un bon facteur de sécurité, puis en utilisant les propriétés du matériau comme tel, on peut s'en tirer, là, mais c'est quand même difficile de faire quelque chose de précis. D'accord, merci beaucoup. J'avais aussi moi, c'est pas moi qui fais ça. C'est la personne en question qui m'a juste donné ça et qui m'a demandé de poser la question. Mais quand elle m'avait expliqué sa problématique, j'avais pensé, est-ce qu'il y a est-ce que ça existe des conversions? Quand on utilise le système d'impression 3D, il nous génère un slice avec toutes les couches, etc. Et comment toutes les couches vont être déposées. Est-ce que il y a des moyens qui existent d'exporter cette préparation géométrique vers un système un système d'analyse en éléments finis ou peu importe, qui permettrait d'utiliser justement la géométrie slicée de manière à mieux l'analyser? Ben, il y a un collègue à moi qui est en train de travailler sur quelque chose de semblable, là, mais il n'y a rien de publié encore ou d'un logiciel qui fait ça, là, je ne crois pas. D'accord, merci. Si, j'imagine, là, tu parles à partir du G-code, le code qui est envoyé à l'imprimante 3D, c'est ça, essayer de générer la structure pour une analyse en thermique ou structurelle, c'est ça? En quelque sorte, Ouais. quand je fais l'impression Normalement, 3D c'est quand tu génères ton G-code, OK? Tu pars d'un STL, OK? Donc, à partir du moment où tu as le STL, puis que tu es capable effectivement d'éviter les fuites et des trucs comme ça, tu peux l'importer dans un logiciel de simulation et faire de la thermique ou du structurel dessus. Mais justement, le SL, ce que je voulais dire, c'est que le SL, avant d'être slicé, n'aurait pas la définition des couches et la définition de tous les passages de la buse sur sa géométrie. Ok, tu voudrais avoir le détail de partout où est passée la buse, c'est ça, pour pouvoir faire un calcul plus précis, c'est ça? Ça, c'était juste une idée, mais je pense que ça serait une bonne piste de recherche parce que on n'aurait plus besoin de connaître tous les paramètres. On aurait juste besoin de savoir quel est le G-code en quelque sorte pour pouvoir faire ça. Mais je suis pas orienté dans ça et comme je l'ai dit, c'est pas moi la personne qui se chargée de ça. Alors, c'est juste une idée que j'avais eue quand on m'en a parlé. Ok. Moi, j'ai peut-être juste un commentaire, Clément, par rapport à ton projet à toi, là.
je te dirais, moi, il faut que tu designes ton. C'est ta nacelle que tu l'appelles, c'est ça? C'est la nacelle? Comment tu l'appelles déjà? La gondole, la nacelle, La gondole. bon. Moi, je designerais ma gondole dans le pire des scénarios. Et le pire des scénarios, comme, tu sais, on en a déjà parlé un petit peu, hein. Dire, quand tu pars à altitude zéro, tu es dans un régime d'écoulement continu, mais à mesure que tu vas monter dans l'atmosphère, tu vas te rendre à quoi? 30 km d'altitude, c'est ça? Environ. Là, 30 km d'altitude, tu as un régime de gaz raréfié. Donc là, moi, j'essaierai d'identifier quelle est la condition la plus contraignante, le pire des scénarios, et je designerai ma gondole pour ce scénario, pour le scénario le pire. Parce que j'imagine que la diffusion thermique dans le gaz doit être assez faible en haute atmosphère, hein, vu que c'est un gaz raréfié, donc le processus de diffusion doit être drôlement ralenti dans le gaz. Hein. Après ça, c'est sûr, dans ton heatsink, là, dans ton élect, ben là, ça devrait aller, à mon avis. Puis ton élect, il faudrait la placer à un endroit où il y a le plus d'écoulement possible. Pourquoi tu pourrais pas intégrer ton élect quelque part à ton hexagone qui est en haut? D'abord, pourquoi c'est un hexagone qui elle ne pourrait pas être intégrée à l'hexagone en elle-même? C'est-à-dire que l'écoulement se ferait à travers l'hexagone dans lequel l'élect serait intégré? C'est une bonne question. Le problème avec ça, c'est que l'Agence spatiale canadienne c'est elle qui nous donne la gondole. C'est elle qui nous donne, en gros, les deux panneaux qui permettent de sandwicher notre payload, notre charge utile. Et on peut pas vraiment y toucher. On n'a pas le droit déjà de dépasser son volume. On n'a pas le droit de dépasser un volume d'à peu près 20 cm en termes de diamètre. Et c'est pour ça qu'on est vraiment limité de où placer nos éléments. Surtout quand c'est quelque chose qui va à l'extérieur. Donc là notre heatsink, comme on le voit, c'est à peu près le seul endroit sur le côté où on peut le mettre. On peut le mettre plus bas, on peut le mettre plus haut, mais on peut pas vraiment le déplacer pour qu'il soit plus exposé à un flux plus laminé ou un flux plus rapide. Mais c'est sûr que là, toi, tu faisais tes simulations en 2D, hein? Ouais, je l'ai fait en 2D, c'est aussi un des problèmes que j'avais. Ouais, puis 2D, il va probablement induire des recirculations que tu n'aurais peut-être pas en 3D à cause justement que l'écoulement pourrait contourner ton élect en 3D, là. Exactement. Donc éventuellement, ça serait peut-être plus efficace en 3D pour le refroidissement, là. Mais d'où ma question. Je savais pas exactement comment on pouvait incorporer un volume de contrôle fluide en 3D, tout en ayant une pièce, en quelque sorte, une géométrie solide à l'intérieur. Est-ce qu'il faut d'abord régler tout ce qui est solide et ensuite incorporer le volume de contrôle fluide pour faire les simulations? Je suis pas sûr de saisir complètement ta question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Mais je peux essayer de reformuler. En quelque sorte, quand moi je vois comme ça en 3D, quand je mets mon volume de contrôle fluide, je vois plus du tout mon solide qui est complètement plongé à l'intérieur. Ah, ok, oui, il y a moyen de mettre en transparence. Tu peux mettre en transparence je pense, ton volume fluide pour pouvoir accéder à ton volume solide à l'intérieur, là. D'accord. Ou tu peux faire disable du volume fluide, et à ce moment-là, c'est ton volume solide qui apparaît. C'est une bonne idée. Après, c'est aussi une question de résultat. Dans les résultats, est-ce qu'on verra notre fluide majoritairement ou est-ce qu'on arrivera quand même à distinguer notre solide à l'intérieur? Parce que on veut vraiment pouvoir tourner autour et essayer de voir tous les petits aspects autour du solide et de l'écoulement. Ce qui est sûr, c'est que dans COMSOL, tu vas vite être limité par la mémoire du PC sur lequel tu simules. Et que, effectivement, si tu veux modéliser les petits gaps entre les ailettes pour pouvoir calculer l'écoulement entre les ailettes, ben là, il va falloir faire un maillage drôlement raffiné localement. Et là, COMSOL risque assez rapidement d'être limité. Mon ordi risque de brûler avant, je pense aussi. C'est possible aussi, oui. Tu pourrais rajouter des ailettes pour le refroidir. Bonjour à tous, Samuel Gaudet de Valtech Énergie. Je trouve le problème super intéressant parce c'est un petit peu proche de ce que je fais, mais très différent en même temps et les éléments sont beaucoup plus petits. Moi, à ta place, je splitterais le problème en plus petites sections puis je m'arrangerais de le faire balancer avec un bon bilan
bon vieux bilan d'énergie. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais le fait d'avoir des tout petites ailettes à l'intérieur et un écoulement à l'extérieur d'une géométrie qui est beaucoup plus grande que les tout petits espaces. En tout cas, avec je sais pas combien de millions de nœuds que ça prendrait, là, mais je sais même pas si ce serait faisable. Moi, je ne tenterais pas. Je ferais vraiment aller voir l'écoulement de quoi qu'il y a de l'air proche des ailettes, par exemple. Ensuite, refaire une simulation en, en faisant l'hypothèse finalement que l'écoulement proche des ailettes, l'imposer comme une condition limite finalement, puis simuler juste ça. Et ensuite, aller regarder à l'intérieur de l'enceinte, comment est-ce que l'enceinte, ça se comporte. En ce qui concerne l'effet convectif à l'intérieur de l'enceinte, si je me trompe pas, vu que vous montez à haute vitesse, vous avez juste la masse volumique à l'extérieur qui diminue. Donc, c'est tout simplement l'air ambiant dans l'enceinte qui fait juste s'échapper lentement vers l'extérieur au fur et à mesure que tu montes. Donc, il n'y a pas d'écoulement à l'intérieur, si je comprends bien. Exactement. Donc, c'est juste une perte d'énergie qui, encore une fois, tu peux intégrer dans ton bilan de masse. Mais c'est comme ça que je m'y prendrais. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées, là, mais si j'avais à simuler ça maintenant, je pense que ce serait un petit peu mon point de départ. Une résolution multi-échelle et un couplage entre les différentes échelles qu'il faudrait éventuellement, auquel il faudrait réfléchir, ouais. Mais moi, encore une fois, si j'ai un conseil à te donner, Clément, essaie d'intuiter c'est quoi le pire des scénarios. Tu sais, par exemple, la radiation, ça va t'aider à refroidir, non? Si je me trompe pas. Ça va quasiment être un des modes de transfert de perte de chaleur principale à une certaine altitude. Ok. Donc, si jamais tu prends pas en compte, tu risques de simuler le pire des scénarios, ça sera, tu prends pas en compte le phénomène qui va refroidir le plus, c'est peut-être pas Mais ça, ton si je peux me scénario va être permettre, probablement trop pire. si je peux me Pardon? permettre, c'est un autre problème que j'ai rencontré, c'est que l'Agence spatiale canadienne m'a conseillé de faire l'analyse hot case et l'analyse cold case, c'est-à-dire l'analyse quand il fait froid et l'analyse quand il fait chaud. Mais ça, c'est un type d'analyse qu'on fait quand on design des satellites. On fait le cas chaud qui génère tout le plus de la chaleur, etc. Et le cas froid où, par exemple, on est en éclipse, etc. Mais dans notre cas, on peut pas exactement déterminer à quel point on va arriver dans un cas chaud ou dans un cas froid. Parce que à très haute altitude, à 30 km, il va faire extrêmement froid à l'extérieur, mais la convection va être tellement limitée que finalement, il va juste avoir la radiation qui va faire en quelque sorte fuiter la chaleur vers l'extérieur. Et s'il n'y a pas assez de radiation, la chaleur va monter énormément à l'intérieur à très haute altitude. Donc c'est comme si on mêlait une condition très froide à l'extérieur, mais une condition extrêmement chaude à l'intérieur. Et à l'inverse, quand on est à basse altitude, là je pense pas par exemple à 0 km, mais je pense plus à 5-10 km, on va avoir encore beaucoup de convection et on va avoir quand même un minimum de radiation. Il fait environ moins 20, il me semble. Dans les environs, on peut imaginer ça. Donc ça va pouvoir refroidir très vite, que ce soit par radiation ou par convection. Et donc on pourrait se dire, c'est un peu contre-intuitif, mais donc ce qu'on prendrait pour le chaud sera en fait le froid, et ce qu'on prendrait pour le froid sera en fait le chaud. Et la question c'est comment on pourrait localiser exactement cet endroit, l'altitude où on arrive dans le cas chaud, on arrive dans le cas froid. C'est quelque chose que j'ai réfléchi et j'arrive pas vraiment à identifier un cas chaud, un cas froid sans avoir justement les résultats de simulation avant. C'est un peu ce que Samuel suggérait tout à l'heure, de faire des simulations pour des portions où tu confies de la physique, tu simplifies la physique, puis ça te donne une idée de comment tu peux faire les autres morceaux et puis de peut-être les encastrer comme ça, les accrocher les uns aux autres, recoudre les morceaux sur un bilan de masse, un bilan de quantité de mouvement, puis un bilan d'énergie. C'est quand même une bonne idée, c'est quelque chose que j'avais pas pensé exactement aussi précis, mais j'avais pensé à utiliser les résultats des analyses extérieures pour, sans refaire l'analyse extérieure, mais utiliser juste la vitesse, par exemple, au niveau des ailettes, pour pouvoir la transférer sur notre physique et l'utiliser pour l'évacuation de chaleur des PC, du heatsink, là. Samuel a beaucoup d'intuition pour ce genre de choses-là. C'est de l'expérience, n'est-ce pas? Se débrouiller avec les moyens du bord, oui, puis faire des simulations
impossible à faire parce qu'on n'a pas assez de puissance informatique. Oui, c'est plus ça. Puis Clément, ta radiation, ton émission par radiation, c'est l'émission des ailettes à haute altitude. C'est ça, tu veux que les ailettes, elles émettent leur chaleur par radiation, hein, c'est ça, hein? Ça serait l'émission des ailettes plus l'émission du châssis qui est exposé à l'environnement, Qui est exposé aussi, ok. plus l'émission des caloducs qui sont eux aussi exposés à l'environnement, s'ils sont exposés. Ça va dépendre où on va placer nos ailettes en quelque sorte. Mhm. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires de la part d'autres étudiants, ou même professeurs? C'est une problématique intéressante. Il y aurait plein de trucs à explorer, effectivement. Pas d'autres questions? Tu peux revenir à ta première simulation, s'il te plaît? Oui. Ouais, c'est encore une fois, la vitesse en amont, c'est de combien? La vitesse en amont, désolé, j'ai oublié de le dire au début, je l'ai fixé à 8 mètres secondes à l'éminette. Là, tu vois, c'est vraiment bizarre que l'écoulement, t'as pas de sillage, en fait. Pardon? T'as pas de sillage en dessous. Là, pour la peine, c'est un peu bizarre, en fait, ce que tu obtiens, je trouve. Mais je peux essayer j'ai peut-être mon comme ça à garder les. Ah, je sais pas si vous voyez ça. Ouais. Ouais. Voilà, il a gardé en quelque sorte la simulation. Par contre, j'ai pas les streamlines, comme ça, je l'ai arrêté parce que ça prenait vraiment trop de temps à le faire. Je sais pas, la simulation semble encore en train de tourner, je comprends pas pourquoi. Mais oui, on voit qu'au-dessus, tout est vraiment à 8 mètres secondes. Et qu'ensuite, ça fait vraiment un gros. Ton écoulement, il va du haut vers le bas? Oui, il va du haut vers le bas. OK. Mais tes lignes de courant, là, elles sont à l'arrière, là. C'est vraiment. C'est K-Epsilon que tu as utilisé, hein? Oui, j'ai utilisé K-Epsilon. Ouais, je crois qu'il faudrait utiliser un autre. Comme Alexis tantôt utilisait K-Omega SST, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme modèle disponible en console. Mais j'ai utilisé celui qui prenait le moins de temps à compute parce que dès que je suis passé en turbulence, ça me prend une éternité à faire les simulations. Ouais. Surtout pour produire les graphiques. Mais oui, en dessous, je sais pas si vous pouvez toujours voir, mais une fois que ça tape le haut de la gondole, ça accélère vers le bas. Et au bout d'un moment, il y a comme une recirculation qui va se faire sur le côté qui va repasser vers le dessous et et je peux essayer de le montrer sur le PowerPoint. Ici là, une fois que ça tape la gondole, ça va descendre sur le côté en étant accéléré. Et ensuite, peut-être 2 mètres, 2 mètres et demi plus loin, ça va remonter par le centre et là ça va revenir sur le côté. Ouais, ça va revenir sur la paroi. Donc ce qui touche la paroi techniquement, c'est pas ce qui vient du haut, c'est ce qui vient du bas. Ouais, je pense que le 2D, c'est vraiment Je pense que tu as dépassé les limites du 2D. Ouais, je pense aussi. C'est pour ça que j'avais mis beaucoup de doutes sur ce que j'avais obtenu. Il y a quand même quelque chose qui se dégage, comme l'a mentionné tout à l'heure France, là, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la plupart des étudiants ont remis en cause les résultats qu'ils obtenaient par la simulation, et ça, c'est vraiment clé quand on fait de la simulation numérique, de questionner ce que le logiciel crache, parce que souvent, il peut cracher des bêtises parce qu'on lui a mis aussi des bêtises en conditions frontières. Donc, c'est sain, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. On n'a peut-être pas tous les réponses, là, mais... C'est pour ça que je fais de l'expérimental. Vous connaissez le dicton au sujet de l'expérimental puis du numérique? Personne croit les résultats du numérique que la personne qui a fait les simulations.
Tout le monde croit les mesures expérimentales, sauf la personne qui a pris les mesures. Tout à fait. Et justement, si je peux parler d'expérimental, il y Oui, a, vas-y. la raison pour laquelle je vous présente ce graphique de Streamline, ces graphiques, notamment ces résultats, c'est que cette recirculation qui vient du bas et qui retourne vers le haut, c'est quelque chose que j'ai déjà vu, j'ai déjà vu produire sur une vidéo où il y avait, je sais pas si vous l'avez vu peut-être, c'est quelque chose qui a fait un peu le tour du web. C'est en quelque sorte des box vides dans un camion de livraison qui tombent du camion et qui retournent ensuite dans le camion. Et je ne sais pas si c'est une vidéo fake ou quoi que ce soit, mais ça a l'air quand même assez réel. Et c'est par des effets de recirculation à l'arrière du véhicule, peut-être à cause de la traînée, ça aurait remis les cartons vides dans le camion de Oh, je suis livraison. pas certain, je suis pas certain. Vous pensez pas? Mais je trouvais ça un peu bizarre aussi, mais c'est la raison pour laquelle je vous ai montré ça aujourd'hui. Mais en fait, si tu regardes l'écoulement derrière un cylindre à bas Reynolds, il y a effectivement de la recirculation. Mais là, t'as la région de recirculation, elle n'est pas collée à ton. C'est pour ça que c'est hyper bizarre en fait. Elle n'est pas collée euh, au bout euh, de ta charge là. Elle est comme dans l'écoulement derrière. Donc, moi, à mon avis, le calcul, même qualitativement, il est douteux en fait. Enfin, je veux pas. Mais j'irais peut-être avec un autre modèle en fait de turbulence par exemple. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, juste en dessous de la gondole, ça m'a vraiment. Ouais, Ça hein, m'a. c'est censé recirculer, mais la recirculation, elle est bien loin. Normalement, la recirculation devrait être juste sous ta paroi du bas, là. Et là, elle est dans l'écoulement. C'est un peu. Ou je me trompe peut-être, je sais pas là, mais. Il y C'est a lourd, quoi. Richard qui nous a mis la vidéo, je crois, des boîtes qui reviennent dans le camion, dans le chat, là. Donc, si Ouais, certains c'est une veulent vidéo voir la de vidéo. 20 secondes. C'est une vidéo de 20 secondes. Tu peux la faire jouer, peut-être, Clément? Mon ordi bug un peu, ça. Ok. Je sais pas si quelqu'un peut enlever mon écran, parce que j'arrive plus à accéder à. Euh, tu peux fermer Christophe, tu peux fermer l'écran, Clément? Euh, Très bonne question. Je peux essayer je pense que je peux essayer, mais j'arrive plus je vois plus vraiment ma souris alors. Je pense que j'ai réussi. C'est bon, je pense que j'ai réussi. Oui, tu as arrêté le partage, je pense. Où est-ce qu'elle est la vidéo? Dans le chat. Si Est-ce qu'il y a quelqu'un des questions, alors, de la part d'étudiants ou d'autres suggestions? Puis Clément, on est d'accord, la simulation que tu as fait de l'écoulement, là, c'était en régime continu, hein. Donc, si on allait à haute atmosphère, éventuellement, l'écoulement serait différent, hein. Oui, oui, l'écoulement serait vraiment différent à toute atmosphère, je pense. C'est vraiment des choses, c'est des valeurs, les premières valeurs que j'ai pu trouver à basse altitude que j'ai pris. Puis tu considères quoi, finalement, qu'à haute altitude, on peut négliger les effets convectifs autour de tes ailettes, c'est ça, et simplement regarder la radiation, c'est ça que tu penses faire? Ce que je pense faire tout d'abord, c'est essayer de faire des modèles d'ailettes et d'essayer de simuler à différentes vitesses ces ailettes pour savoir quel est le coefficient de convection sur ces dernières. Je pense utiliser ES pour ça. Mhm. Et ensuite, par rapport à ce coefficient de convection, si je vois il change pas vraiment beaucoup, ou qu'il reste quand même conséquent à très haute altitude, je pense garder la convection. Et si je vois qu'il baisse d'un facteur de 10 ou plus, peu importe, je pense la négliger. Ok. Une solution potentielle que je pensais, si je peux dire ce que je pense de cette simulation-là, ça serait possible de faire une simulation, si on veut coupler thermique fluide. C'est quand même assez avancé, mais tu ferais ta simulation fluide,
Il y a certains logiciels qui permettent de retourner directement le coefficient de convection sur tes surfaces en 3D. Puis tu pourras ensuite passer ces coefficients de convection-là de tes surfaces directement à un solver thermique. Puis tu pourrais répéter cette opération-là à différents points d'altitude pour voir comment ça évolue. Moi, personnellement, c'est ça que je ferais. C'est super intéressant. Est-ce que tu peux me réexpliquer sur quel logiciel ou comment le faire? Ouais, ben moi, encore une fois, j'utilise NDIS. Donc, sur NDIS, tu peux faire ça. Tu peux commencer par solve la simulation fluide, si on veut, avec ton mesh 3D de ton système. Puis ensuite, tu peux passer directement les résultats de coefficient de convection sur tes surfaces à le module thermique sur NDIS, qui peut résoudre le transfert thermique avec ces paramètres-là. Ça pourrait être plus rapide, si on veut, que de passer par un autre logiciel au travers. Ok, parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Sinon, on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, c'est sûr que quand on arrive frais dans un nouveau problème, on n'a peut-être pas nécessairement toutes les réponses aux questions posées. Donc, moi, j'invite tous les étudiants éventuellement à penser à des solutions s'ils ont l'occasion, et s'ils en ont, mais qu'ils peuvent communiquer avec Clément et Alexis et tous ceux qui nous ont présentés aujourd'hui, Laurent. Donc, je suggère, Christophe, que tu envoies les courriels des sociétés techniques qui ont présenté aujourd'hui. Si jamais vous avez des pistes de solutions ou des idées, de les envoyer à sociétés techniques. Puis, moi, je me permettrais de rajouter que peut-être si les professeurs ont des stages à leur proposer dans leur labo, n'hésitez pas. Effectivement, il y a des très bons candidats. Moi, je suis étonné de voir que nombre de ces étudiants, finalement, ont développé des aptitudes à la simulation de façon autodidacte. Donc, je dis bravo. C'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai encadré pas mal de pays 3, de sociétés techniques, là. J'en ai retrouvé un de Vincent Gariepi en 2015 sur la voiture Esteban, en fait. Bah, je peux partager l'écran vite fait ou... Oui, vas-y. Vous voyez ici? Oui. Ouais. Sur la voiture solaire, et puis il avait fait... la voiture solaire d'Esteban, c'est celle-ci. Le canopy, là, la verrière, c'est une demi-sphère pratiquement. Sur les voitures de compétition plus évoluées, c'est comme en forme de goutte. C'était en 2015 quand même, hein. Donc il avait modélisé sur CATIA. On la voit un peu mieux là. Il avait adopté une nouvelle géométrie comme ça. Il avait utilisé, alors je sais même pas comment il avait fait, parce que le logiciel Altair de HyperWorks, je sais pas si quelqu'un connaît celui-là. Parce que ça permet de faire des maillages en éléments finis, puis avec WinCanal, il fait des analyses de fluides. Et il avait maillé il avait fait l'écoulement autour de la moitié de la voiture solaire complètement, en fait. Juste pour voir une augmentation du coefficient de traînée qui était de 0,2 par rapport à 0,24 avant. Donc il avait fait quand même tourner sur son ordi personnel, puis on s'entend qu'il y a 5 ans, les ordis, c'était encore... c'est juste comme ça. Intéressant. Donc c'est fou comme les étudiants, même avant d'avoir toutes les notions de fluide et surtout de numérique, ils trouvaient des outils. Moi, je suis vraiment impressionné. Donc merci. Flabbergasté. Merci, merci à tout le monde. Et peut-être, j'inviterai les étudiants des sociétés techniques éventuellement de nous communiquer c'est quoi
je dirais, leur deadline ou leur date butoir, quand est-ce qu'ils doivent arriver à des résultats si on veut les engager éventuellement pour un stage d'essai, pour les supporter dans leur travail. Il faudrait voir si le temps n'est pas encore, enfin, si l'échelle de temps est correcte. Donc, dites-nous quand est-ce que vous auriez besoin des résultats, j'imagine le plus tôt possible. Hein, j'imagine c'était pour hier, là, mais si vous pouvez nous donner l'échelle de temps, ça pourrait nous aider à vous aider éventuellement. J'avais une petite question rapidement. Est-ce qu'il y avait d'autres sociétés techniques qui prévoyaient présenter leur projet de simulation comme éventuellement? Est-ce que GPS pensait présenter ou accueillir d'autres sociétés techniques? Je pense que ça avait fonctionné. Moi, j'avais communiqué avec plusieurs. Il y avait encore Oronos, Avion Cargo, Polyloop, Archimède, Esteban. Et puis, donc finalement, Polyloop pouvait pas parce que c'était trop tôt dans leur projet. Et donc, il y a Polyorbit qui nous a rejoints. Donc, c'est pour ça que au final, il y a eu Avion Cargo, Oronos et Polyorbit. J'en avais contacté plusieurs et il y en a qui n'ont pas répondu. Il y en a qui étaient intéressés ou pas. Donc voilà. Mais peut-être c'est une bonne idée de refaire ça. Oui, je pense que oui. Je beaucoup de connaissances de la formule SAE, mais je sais qu'il y a des projets, mais ça se peut très fortement aussi qu'il ait décidé tout simplement de ne pas présenter ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas le temps. Ah, c'est possible. Mais, en passant, pour la dernière présentation sur Esteban, donc avec les règles qui changent année par année pour les compétitions, il y a tout le problème de refroidissement des batteries. Une année, il y a une entrée d'air. L'autre année, c'est complètement fermé. Il faut mettre des ventilateurs. Donc, j'ai eu un P3 là-dessus, mais juste que depuis ce temps-là, peut-être qu'ils ont des outils numériques pour estimer les transferts de chaleur à l'intérieur. Je sais pas, peut-être les contacter pour savoir qu'est-ce qu'ils utilisent, si ça a été... Parce que, pareil, c'était il y a 5 ans aussi, j'avais un étudiant qui avait essayé de faire ça. Il s'était cassé les dents sur console. Mais peut-être qu'ils ont trouvé un autre outil depuis. Il y a eu le même problème dans la formule SAE, même chose pour la voiture électrique, le battery pack qu'il faut refroidir. Puis c'est refroidi avec de l'air forcé. Là, donc, puis ça avait été mesuré encore une fois sur Star CCM+, avec et SolidWorks fluide, là, qui n'était pas très bon, mais ça aide. Beaucoup d'outils pour ça. Moi, j'ai un commentaire, une question en fait. C'est que je vois que les sociétés techniques font beaucoup de simulations, mais ils n'ont pas trop d'infrastructures pour réaliser ces simulations. Je veux dire, simuler sur un laptop, tout ce qu'ils peuvent arriver à faire au bout d'un moment, c'est griller leur laptop. Est-ce que Poly ne peut pas supporter? Est-ce qu'il n'y aurait pas une infrastructure informatique qu'on pourrait... Pour avoir moi fait la demande quand j'étais dans la formule SAE, oui. C'est pas facile d'avoir accès à des ressources de la part de Polytechnique. Puis vraiment pas facile, en fait. Puis le plus qu'on avait réussi à avoir, c'était avoir accès à plusieurs ordinateurs en parallèle dans un local. Puis au final, c'était plus lent que d'utiliser mon laptop. Fait que ça, c'est une situation. Puis l'autre chose, finalement, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait été avec un commanditaire extérieur. Et on s'était fait monter un serveur avec des vieux processeurs, des processeurs de serveurs avec 20 cœurs chacun. Il y a une compagnie qui se débarrassait de serveurs, ils nous ont donné leur vieux stock. Puis avec ça, on a réussi à faire des Frankenstein de serveurs. Puis là, on a pu les faire héberger à Poly. C'est nos serveurs, mais ils sont hébergés à Poly. C'est les choses qu'on a réussi à avoir, puis c'est le mieux qu'on a réussi à avoir. Parce que c'est sûr qu'on pourrait peut-être réussir à avoir des ressources de calcul Canada, mais le problème, c'est que c'est souvent les licences commerciales. C'est-à-dire, mettre une licence commerciale comme Fluent sur les serveurs de calcul Canada, c'est des fois pas évident. Non, c'est possible.
Pardon? C'est possible. Ça se Ouais. fait, hein. C'est possible, Ah oui, mais dépendant du fournisseur, il te faut autant de licences que tu as de processeurs. Tout à fait, c'est que c'est cher. Ouais.